Bonjour, ici Nadine Barito. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de l'apprentissage sur les paysages naturels dans le cours de dessin. L'agenda du cours, nous allons parler des paysages naturels, donc comment créer une vue d'ensemble, la composition et différents médiums. La vue d'ensemble, en fait, voici quelques astuces pour réaliser un paysage en entier intéressant. Première astuce, les tons et les contrastes doivent être les plus riches et les plus foncés quand ils sont au premier plan. Le premier plan, c'est ce que vous voyez ici. En fait, c'est la partie qui est en avant dans un dessin. Cette partie-ci à l'arrière, en fait, c'est le second plan. C'est moins important et c'est ce qui est derrière. Donc là, vous pouvez bien voir que on passe plus de temps sur la partie en avant, au premier plan, au niveau des détails et des contrastes. Quand vous avez des grandes zones qui n'ont pas grand-chose, qui se passe rien, donnez une texture pour donner du caractère. Donc, par exemple, ici, le gazon, ici, il y a l'illustrateur ou le dessinateur a mis de la texture. Les murs ici de briques, il a mis une texture, sinon ça aurait été plate et ennuyant. Et les montagnes aussi, il a mis des textures. Troisième truc, quand on dessine une étendue d'eau, donc un lac ou une rivière, l'eau est toujours plus foncée au bord. Il y a moins d'eau, le lac souvent il y a une petite plage, et puis il y a l'ombre des arbres, ce qui fait que l'eau sur les rebords est toujours plus foncée. C'est un truc. Truc numéro 4, les objets qui sont à la distance, qui sont plus loin, sont dessinés de façon de plus en plus, en fait, de moins en moins détaillée et de plus en plus pâle. Par exemple, ici au fond, tout au fond, on voit une espèce de structure, ça ressemble à un château. On le voit beaucoup moins détaillé que cette bâtisse-là en avant. C'est la même chose aussi pour les montagnes. Les montagnes deviennent de moins en moins détaillées. Quand on dessine un paysage, il ne faut pas avoir peur de laisser des parties blanches dans notre dessin pour réussir à faire respirer. Donc, par exemple, ici, et puis ici, il a laissé des parties blanches. On n'a pas besoin de tout dessiner. Le ciel clair, en fait, donc c'est pas un ciel menaçant de nuages, en fait de tempête. Il devient de plus en plus pâle vers l'horizon. Comme ici, vous voyez, le ciel est foncé en haut et il est plus pâle quand on se dirige vers l'horizon. Si vous regardez à l'extérieur, un ciel normal, c'est comme ça. Les reflets dans l'eau sont parfaitement verticaux par rapport aux objets sources. Donc, là, ici, voyez-vous, il est parfaitement à la verticale. Truc numéro 8, le point focal devrait toujours avoir le même détail que le reste autour de lui. Donc, qu'il ne soit pas le seul à avoir plein de détails, puis le reste est tout flou, ça fonctionnera pas. La qualité des traits utilisés décrit le caractère des arbres et du feuillage. Dans les cours précédents, vous avez vu que on a appris à dessiner un arbre. On a appris qu'un arbre avait une forme particulière selon son espèce et a des feuilles aussi qui doivent être traitées de façon différente. C'est ainsi qu'on est capable de bien déterminer quel type d'arbre on dessine. Dans un dessin, si on ajoute des petits détails comme par exemple des petites silhouettes, comme ici, comme ici, comme ici, et ici, ça donne un certain intérêt et peuvent rendre le dessin plus dynamique.
La composition. L'important, c'est une fois que vous avez trouvé votre scène que vous voulez dessiner, la première étape, c'est à trouver un lieu qui vous intéresse et puis qui dans la scène. Donc, il faut trouver un endroit où c'est intéressant à dessiner. Une fois qu'on a fait cette étape-là, de trouver un endroit qu'on aimerait bien dessiner, il faut prendre en compte les nombreuses possibilités de cadrage. Donc, voici un lieu que je trouverais intéressant à dessiner. Je me suis installée sur un banc de parc. Je regarde, je vois les formes des arbres qui sont très intéressantes. Et il y a un escalier, il y a un chemin. Alors moi, je me dis, c'est ici que je vais m'installer, j'ai envie de dessiner ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais décider de mettre qu'est-ce que je vais mettre comme cadre? Quelle sera la composition? Si je décide de dessiner exactement ce que j'ai devant moi, dans ce cas-ci, c'est plus ou moins intéressant. Le cadrage, il n'y a pas de sujet clair, hein, on voit pas, tout est pas mal égal, il n'y a pas rien qui est mis en valeur. Et la ligne d'horizon est vraiment au milieu du dessin. Et puis, c'est pas vraiment intéressant. La règle des tiers est plus ou moins respectée. Donc, c'est pas un cadre qui est intéressant. Par contre, si j'utilise cette composition-là, on voit déjà qu'elle est plus dynamique. Pourquoi? Entre autres, la ligne d'horizon est plus basse dans le cadre. La règle des tiers est relativement respectée. Donc, 1, 2, 1. La règle des tiers, c'est qu'on divise notre dessin en 3, 3, 3 pour donner des carrés de forme égale. De la façon que mon dessin est fait, il y a des lignes qui sont diagonales qui sont intéressantes. Ça sera un cadre intéressant. Ça sera une composition intéressante. Une autre composition intéressante dans mon cadre, dans mon dessin, ça serait celle-ci, entre autres parce que, il y a le lampadaire qui a une forme intéressante. Et par la suite, en arrière, on voit les arbres. Il y a la diagonale qui est faite par le chemin et par l'escalier. Et le tout est bien cadré par la règle des tiers. Donc, ça fait une composition qui est dynamique. Quand on décide de faire un paysage au graphite, quand on est prêt, en fait, c'est de la même façon qu'on utilise toujours la même manière de dessiner pour n'importe quel objet. On commence par faire un petit tracé très léger des contours et des principales formes et des dimensions. Hein, c'est toujours ça l'important. Dans ce cas-ci, dans le numéro 1, la composition va toujours s'entourer, partir à partir du saule pleureur qui est dessiné ici. Donc, une fois qu'on a déterminé la hauteur et la grosseur du saule pleureur, tous les autres objets aux alentours vont venir se mesurer par rapport à ça. Ensuite de ça, on dessine les premières ombres. On les remplit de façon assez désordonnée. On y va assez vite. En fait, le but, c'est de recouvrir rapidement une grande quantité de papier pour faire avancer le dessin. Ensuite de ça, on fait une analyse de plus en plus proche des tons. Donc, on change de crayon, on utilise des crayons plus gras, moins gras pour les tons, donc les ombres, les couleurs. Puis ensuite de ça, à l'étape numéro 4, on peaufine et on ajoute des détails. Si on veut, on plisse les yeux en regardant notre dessin ou en regardant ce qu'on voit, notre sujet, pour nous aider à avoir bien déterminer les tons. Quand on décide de faire du paysage en nature, il y a toujours plusieurs médiums qu'on peut employer.
Voici un exemple, c'est de la craie noire et blanche qui a été installée sur du papier bleu-gris. L'artiste s'appelle Thomas Gainsborough, c'est un Anglais. Voici une œuvre d'une artiste qui s'appelle April Gornick. Elle est toujours vivante, elle est américaine, et c'est au fusain. Ici, c'est un artiste qui s'appelle Scott Siebel. C'est un Américain aussi. Il est toujours vivant lui aussi. Et lui, il travaille avec ce qu'on appelle une carte à gratter. Vous avez sûrement fait ça quand vous étiez petit. C'est une carte qui est blanche et qui est recouverte d'une couche d'encre noire. Et on gratte avec un X-Acto pour enlever la partie, pour arriver à retrouver des parties blanches. Un dernier exemple, c'est Monsieur Kroosman van Elten, qui est, c'est un Américain qui venait des Pays-Bas. C'est un paysage. Je voulais vous parler du format. C'est tout petit, c'est de 4 pouces par 6 pouces. Donc, c'est grand comme une carte postale à peu près. Crayon, pinceau, encre brune et lavis brun sur carton. Lavis, ça signifie que l'encre, c'est de l'encre brune qui a été diluée avec de l'eau. J'espère que ce cours vous a plu. Au revoir!